Chapitre 8. Une forêt sous-marine. Nous étions enfin arrivés à la lisière de cette forêt, sans doute l'une des plus belles de l'immense domaine du capitaine Nemo. Il la considérait comme étant sienne, et s'attribuait sur elle les mêmes droits qu'avaient les premiers hommes aux premiers jours du monde. D'ailleurs, qui lui eût disputé la possession de cette propriété sous-marine? Quel autre pionnier plus hardi serait venu, la hache à la main, en défricher les sombres taillis? Cette forêt se composait de grandes plantes arborescentes, et dès que nous eûmes pénétré sous ces vastes arceaux, mes regards furent tout d'abord frappés d'une singulière disposition de leurs ramures, disposition que je n'avais pas encore observée jusqu'alors. Aucune des herbes qui tapissaient le sol, aucune des branches qui hérissaient les arbrisseaux, ne rampait ni ne se courbait, ni ne s'étendait dans un plan horizontal. Toutes montaient vers la surface de l'océan. Pas de filaments, pas de rubans, si minces qu'ils fussent, qui ne se tinssent droits comme des tiges de fer. Les fucus et les lianes se développaient suivant une ligne rigide et perpendiculaire, commandée par la densité de l'élément qui les avait produits. Immobiles, d'ailleurs, lorsque je les écartais de la main, ces plantes reprenaient aussitôt leur position première. C'était ici le règne de la verticalité. Bientôt, je m'habituai à cette disposition bizarre, ainsi qu'à l'obscurité relative qui nous enveloppait. Le sol de la forêt était semé de blocs aigus difficiles à éviter. La flore sous-marine m'y parut être assez complète, plus riche même qu'elle ne l'eût été sous les zones arctiques ou tropicales où ces produits sont moins nombreux. Mais pendant quelques minutes, je confondis involontairement les règnes entre eux, prenant des zoophytes pour des hydrophytes, des animaux pour des plantes. Et qui ne s'y fut pas trompé? La faune et la flore se touchent de si près dans ce monde sous-marin. J'observai que toutes ces productions du règne végétal ne tenaient au sol que par un empattement superficiel. Dépourvues de racines, indifférentes au corps solide, sable, coquillage, test ou galets qui les supportent, elles ne lui demandent qu'un point d'appui, non la vitalité. Ces plantes ne procèdent que d'elles-mêmes, et le principe de leur existence est dans cette eau qui les soutient, qui les nourrit. La plupart, au lieu de feuilles, poussaient des lamelles de forme capricieuse, circonscrites dans une gamme restreinte de couleurs qui ne comprenait que le rose, le carmin, le vert, l'olivâtre, le fauve et le brun. Je revis là, mais non plus desséchés comme les échantillons du Nautilus, des padines paon déployées en éventail qui semblaient solliciter la brise, des céramies écarlates, des laminaires allongeant leurs jeunes pousses comestibles, des néréocystées filiformes et flexueuses qui s'épanouissaient à une hauteur de 15 mètres, des bouquets d'acétabules dont les tiges grandissaient par le sommet, et nombre d'autres plantes pélagiennes, toutes dépourvues de fleurs. Curieuse anomalie! Bizarre élément, a dit un spirituel naturaliste, où le règne animal fleurit et où le règne végétal ne fleurit pas. Entre ces divers arbrisseaux, grands comme les arbres des zones tempérées, et sous leur ombre humide, se massaient de véritables buissons à fleurs vivantes, des haies de zoophytes, sur lesquelles s'épanouissaient des méandrines zébrées de sillons tortueux, des cariophyles jaunâtres à tentacules diaphanes, des touffes gazonnantes de zoanthères, et pour compléter l'illusion, les poissons-mouches volaient de branche en branche, comme un essaim de colibri, tandis que de jaunes lépisacantes à la mâchoire hérissée, aux écailles aiguës, des dactyloptères et des monocentres se levaient sous nos pas, semblables à une troupe de bécassines. Vers 1 heure, le capitaine Nemo donna le signal de la halte. J'en fus assez satisfait pour mon compte, et nous nous étendîmes sous un borceau d'alarier, dont les longues lanières amincies se dressaient comme des flèches. Cet instant de repos me parut délicieux. Il ne nous manquait que le charme de la conversation. Mais impossible de parler, impossible de répondre. J'approchai seulement ma grosse tête de cuivre de la tête de Conseil. Je vis les yeux de ce brave garçon briller de contentement, et en signe de satisfaction, il s'agita dans sa carapace de l'air le plus comique du monde. Après 4 heures de cette promenade, je fus très étonné de ne pas ressentir un violent besoin de manger. À quoi tenait cette disposition de l'estomac, je ne saurais le dire, mais en revanche, j'éprouvais une insurmontable envie de dormir, ainsi qu'il arrive à tous les plongeurs. Aussi mes yeux se fermèrent-ils bientôt derrière leur épaisse vitre, et je tombai dans une invincible somnolence que le mouvement de la marche avait seul pu combattre jusqu'alors. Le capitaine Nemo et son robuste compagnon, étendus dans ce limpide cristal, nous donnaient l'exemple du sommeil.
Combien de temps restai-je ainsi plongé dans cet assoupissement? Je ne pus l'évaluer, mais lorsque je me réveillai, il me sembla que le soleil s'abaissait vers l'horizon. Le capitaine Nemo s'était déjà relevé, et je commençais à me détirer les membres quand une apparition inattendue me remit brusquement sur les pieds. À quelques pas, une monstrueuse araignée de mer, haute d'1 mètre, me regardait de ses yeux louches, prête à s'élancer sur moi. Quoique mon habit de scaphandre fût assez épais pour me défendre contre les morsures de cet animal, je ne pus retenir un mouvement d'horreur. Conseil et le matelot du Nautilus s'éveillèrent en ce moment. Le capitaine Nemo montra à son compagnon le hideux crustacé qu'un coup de crosse abattit aussitôt, et je vis les horribles pattes du monstre se tordre dans des convulsions terribles. Cette rencontre me fit penser que d'autres animaux, plus redoutables, devaient hanter ces fonds obscurs, et que mon scaphandre ne me protégerait pas contre leurs attaques. Je n'y avais pas songé jusqu'alors, et je résolus de me tenir sur mes gardes. Je supposais d'ailleurs que cette halte marquait le terme de notre promenade, mais je me trompais, et au lieu de retourner au Nautilus, le capitaine Nemo continua son audacieuse excursion. Le sol se déprimait toujours et sa pente, s'accusant davantage, nous conduisit à de plus grandes profondeurs. Il devait être à peu près 3 heures quand nous atteignîmes une étroite vallée creusée entre de hautes parois à pic et située par 150 mètres de fond. Grâce à la perfection de nos appareils, nous dépassions ainsi de 90 mètres la limite que la nature semblait avoir imposée jusqu'ici aux excursions sous-marines de l'homme. Je dis 150 mètres, bien qu'aucun instrument ne me permît d'évaluer cette distance, mais je savais que même dans les mers les plus limpides, les rayons solaires ne pouvaient pénétrer plus avant. Or, précisément, l'obscurité devint profonde. Aucun objet n'était visible à 10 pas. Je marchais donc en tâtonnant, quand je vis briller subitement une lumière blanche assez vive. Le capitaine Nemo venait de mettre son appareil électrique en activité. Son compagnon l'imita. Conseil et moi, nous suivîmes leur exemple. J'établis en tournant une vis la communication entre la bobine et le serpentin de verre, et la mer éclairée par nos 4 lanternes s'illumina dans un rayon de 25 mètres. Le capitaine Nemo continua de s'enfoncer dans les obscures profondeurs de la forêt dont les arbrisseaux se raréfiaient de plus en plus. J'observais que la vie végétale disparaissait plus vite que la vie animale. Les plantes pélagiennes abandonnaient déjà le sol devenu aride qu'un nombre prodigieux d'animaux, zoophytes, articulés, mollusques et poissons, y pullulaient encore. Tout en marchant, je pensais que la lumière de nos appareils Ruhmkorff devait nécessairement attirer quelques habitants de ces sombres couches. Mais s'ils nous approchèrent, ils se tinrent du moins à une distance regrettable pour des chasseurs. Plusieurs fois, je vis le capitaine Nemo s'arrêter et mettre son fusil en joue, puis, après quelques instants d'observation, il se relevait et reprenait sa marche. Enfin, vers 4 heures environ, cette merveilleuse excursion s'acheva. Un mur de rochers superbes et d'une masse imposante se dressa devant nous. Entassement de blocs gigantesques, énormes falaises de granit, creusées de grottes obscures, mais qui ne présentaient aucune rampe praticable. C'étaient les Açores de l'île Crespo. C'était la terre. Le capitaine Nemo s'arrêta soudain. Un geste de lui nous fit faire halte, et si désireux que je fusse de franchir cette muraille, je dus m'arrêter. Ici finissaient les domaines du capitaine Nemo. Il ne voulait pas les dépasser. Au-delà, c'était cette portion du globe qu'il ne devait plus fouler du pied. Le retour commença. Le capitaine Nemo avait repris la tête de sa petite troupe, se dirigeant toujours sans hésiter. Je crus voir que nous ne suivions pas le même chemin pour revenir au Nautilus. Cette nouvelle route, très raide et par conséquent très pénible, nous rapprocha rapidement de la surface de la mer. Cependant, ce retour dans les couches supérieures ne fut pas tellement subit que la décompression se fit trop rapidement, ce qui aurait pu amener dans notre organisme des désordres graves et déterminer ces lésions internes si fatales aux plongeurs. Très promptement, la lumière reparut et grandit, et le soleil étant déjà bas sur l'horizon, la réfraction borda de nouveau les divers objets d'un anneau spectral. À 10 mètres de profondeur, nous marchions au milieu d'un essaim de petits poissons de toute espèce, plus nombreux que les oiseaux dans l'air, plus agiles aussi, mais aucun gibier aquatique digne d'un coup de fusil ne s'était encore offert à nos regards. En ce moment,
Je vis l'arme du capitaine, vivement épaulée, suivre entre les buissons un objet mobile. Le coup parti, j'entendis un faible sifflement et un animal retomba foudroyé à quelques pas. C'était une magnifique loutre de mer, une anhydre, le seul quadrupède qui soit exclusivement marin. Cette loutre, longue d'1,50 m, devait avoir un très grand prix. Sa peau, d'un brun marron en dessus et argenté en dessous, faisait une de ces admirables fourrures si recherchées sur les marchés russes et chinois. La finesse et le lustre de son poil lui assuraient une valeur minimum de 2 000 francs. J'admirais fort ce curieux mammifère à la tête arrondie et ornée d'oreilles courtes, aux yeux ronds, aux moustaches blanches et semblables à celles du chat, aux pieds palmés et inguiculés, à la queue touffue. Ce précieux carnassier, chassé et traqué par les pêcheurs, devient extrêmement rare et il s'est principalement réfugié dans les portions boréales du Pacifique où vraisemblablement son espèce ne tardera pas à s'éteindre. Le compagnon du capitaine Nemo vint prendre la bête, la chargea sur son épaule et l'on se remit en route. Pendant 1 heure, une plaine de sable se déroula devant nos pas. Elle remontait souvent à moins de 2 mètres de la surface des eaux. Je voyais alors notre image nettement reflétée se dessiner en sens inverse, et au-dessus de nous apparaissait une troupe identique, reproduisant nos mouvements et nos gestes, de tout point semblables en un mot, à cela près qu'elle marchait la tête en bas et les pieds en l'air. Autre effet à noter, c'était le passage de nuages épais qui se formaient et s'évanouissaient rapidement, mais en réfléchissant, je compris que ces prétendus nuages n'étaient dus qu'à l'épaisseur variable des longues lames de fond, et j'apercevais même les moutons écumeux que leurs crêtes brisées multipliaient sur les eaux. Il n'était pas jusqu'à l'ombre des grands oiseaux qui passaient sur nos têtes, dont je ne surprisse le rapide effleurement à la surface de la mer. En cette occasion, je fus témoin de l'un des plus beaux coups de fusil qui ait jamais fait tressaillir les fibres d'un chasseur. Un grand oiseau, à large envergure, très nettement visible, s'approchait en planant. Le compagnon du capitaine Nemo le mit en joue et le tira. Lorsqu'il fut à quelques mètres seulement au-dessus des flots, l'animal tomba foudroyé, et sa chute l'entraîna jusqu'à la portée de l'adroit chasseur qui s'en empara. C'était un albatros de la plus belle espèce, admirable spécimen des oiseaux pélagiens. Notre marche n'avait pas été interrompue par cet incident. Pendant 2 heures, nous suivîmes tantôt des plaines sableuses, tantôt des prairies de varech, fort pénibles à traverser. Franchement, je n'en pouvais plus, quand j'aperçus une vague lueur qui rompait à un demi-mille l'obscurité des eaux. C'était le fanal du Nautilus. Avant 20 minutes, nous devrions être à bord, et là, je respirerais à l'aise, car il me semblait que mon réservoir ne fournissait plus qu'un air très pauvre en oxygène. Mais je comptais sans une rencontre qui retarda quelque peu notre arrivée. J'étais resté d'une vingtaine de pas en arrière, lorsque je vis le capitaine Nemo revenir brusquement vers moi. De sa main vigoureuse, il me courba à terre, tandis que son compagnon en faisait autant de conseils. Tout d'abord, je ne sus trop que penser de cette brusque attaque, mais je me rassurai en observant que le capitaine se couchait près de moi et demeurait immobile. J'étais donc étendu sur le sol, et précisément à l'abri d'un buisson de varech, quand, relevant la tête, j'aperçus d'énormes masses passer bruyamment en jetant des lueurs phosphorescentes. Mon sang se glaça dans mes veines. J'avais reconnu les redoutables squales qui nous menaçaient. C'était un couple de tintorea, requins terribles à la queue énorme, au regard terne et vitreux, qui distillent une matière phosphorescente par des trous percés autour de leur museau. Monstrueuses mouches à feu, qui broient un homme tout entier dans leur mâchoire de fer. Je ne sais si Conseil s'occupait à les classer, mais pour mon compte, j'observais leur ventre argenté, leur gueule formidable, hérissée de dents, à un point de vue peu scientifique, et plutôt en victime qu'en naturaliste. Très heureusement, ces voraces animaux y voient mal. Ils passèrent sans nous apercevoir, nous effleurant de leurs nageoires brunâtres, et nous échappâmes comme par miracle à ce danger plus grand, à coup sûr, que la rencontre d'un tigre en pleine forêt. Une demi-heure après, guidés par la traînée électrique, nous atteignions le Nautilus. La porte extérieure était restée ouverte, et le capitaine Nemo la referma dès que nous fûmes rentrés dans la première cellule. Puis il pressa un bouton. J'entendis manœuvrer les pompes au-dedans du navire, je sentis l'eau baisser autour de moi, et en quelques instants, la cellule fut entièrement vidée. La porte intérieure s'ouvrit alors, et nous passâmes dans le vestiaire. Là, nos habits de scaphandre furent retirés, non sans peine, et très harassés, tombant d'inanition et de sommeil,
Je regagnai ma chambre, tout émerveillé de cette surprenante excursion au fond des mers.